Si l'État lui-même ne s'impliquait pas dans les réseaux sociaux, pour essayer lui-même aussi de jouer à trouble haut, mais il y a longtemps que les mesures ont été prises. Vous voyez qu'au Cameroun, la police numérique est quasi inexistante. Et puis ceux qui font ce qu'ils font dans les réseaux sociaux n'ont jamais été inquiétés, sont très très rarement inquiétés. Donc, la principale raison, je vous le dis, c'est que l'État lui-même se sert des réseaux sociaux à des fins qui lui sont propres. Hein? Et les différents prétendants à la succession présidentielle ne se privent pas aussi de manipuler les réseaux à travers les faux lanceurs d'alerte autoproclamés, à travers tous ces influenceurs que vous trouvez dans les réseaux sociaux et qui sont sans scrupule pour la plupart. Vous allez voir que la plupart sont proches, soit de certains partis, soit d'une certaine mouvance de l'opposition, d'autres sont très proches des éléments qui sont au cœur du régime. Oui. Vous voyez très bien, c'est un peu ça l'apparente complexité, n'est-ce pas, de la réalité, des querelles et des chamailleries que nous trouvons dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le Cameroun. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Et pour en parler, qui de mieux que le président Mbandakani pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous donner de très belles galettes qui pourront bien entendu nous mise en bouche qui va interpeller bien le Camerounais à cette année déterminante, cette année charnière qui va déboucher bien entendu sur la présidentielle de 2025 où plusieurs éléments sont déjà bien présentés pour que nous sachions que c'est l'ambiance ou encore la fièvre de cette année électorale qui est en train de se vivre actuellement seulement. Et il nous arrive de nous poser bien des questions à cet égard. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer au Cameroun au moment où nous constatons sur la toile une véritable effervescence de haine, une véritable effervescence de violence, une véritable effervescence des propos qui ne sont pas de nature à nous rassurer quant à la stabilité, quant à la démocratie qui pourra véritablement s'exprimer pour le compte de cette élection présidentielle de 2025. Et pour en parler, nous avons tout simplement d'entrée de jeu posé la question au président Mbandakani. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le Cameroun lorsque nous voyons de tels agissements sur la toile camerounaise? Ce sont des menaces classiques qui pèsent sur les pays africains. Menaces classiques liées à ce qu'on pourra appeler des transitions à venir. Oui. C'est-à-dire qu'au Cameroun, la manière dont les classes sociales et les forces sociales interprètent la succession du président. Oui. C'est-à-dire que les baronnies qui se sont enquistées au cœur de l'État camerounais depuis l'arrivée du président Biya au pouvoir, d'une part, d'autre part, les gros intérêts économiques, que ce soit ceux des multinationales et des puissances géopolitiques, et la petite bourgeoisie affairiste qui a émergé, n'est-ce pas, à côté de l'État. Donc ces différentes forces sociales, ces différentes forces politiques interprètent, anticipent sur la potentielle succession du président. Oui. Et tout ça dans le cadre de la géopolitique du chaos qui est désormais le levier, qui est désormais le levier par lequel les Occidentaux opèrent sur le continent dans la chasse qu'elles font à nos matières premières. Oui. Donc, ce sont des menaces, là. Ces menaces sont classiques. Donc, au Cameroun, des acteurs politiques, des barons du régime agissant en coulisses, estiment que le président est vieux. À défaut de se retirer, il faut le forcer à partir. Est-ce que ces acteurs politiques sont identifiés? Bien sûr, bien sûr. Les acteurs politiques de l'opposition classée au Cameroun sont connus. Oui. Mais eux, ils sont moins... Ils sont pas si dangereux que ça. Si
voulait détacher des manœuvres des puissances impérialistes et la lutte des barons du régime dans la perspective de la succession du président. Oui. Donc, si vous les séparez de ces enjeux-là, ils ne sont pas dangereux parce que, bon, ce sont des acteurs... Je voudrais dire, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des acteurs qui, au niveau de l'organisation, présentent des faiblesses qui sont connues. Mais quand vous les inscrivez dans le schéma global, le schéma général, Oui. des enjeux du Cameroun, c'est-à-dire que la manière dont les puissances placent les pions, s'organisent, la France, les États-Unis, l'Union européenne, d'une part. D'autre part, la manière dont les barons du régime s'organisent eux-mêmes en interne pour soit précipiter le départ du président, soit à défaut anticiper sa succession. Pour être plus concret, c'est l'enjeu d'une dynamique comme le franquisme. Le franquisme est un exemple, c'est un prisme, c'est un miroir par lequel on peut bien analyser les manœuvres de certains clans, de certains baronnies, je vous en prie, de certains baronnies qui sont au cœur du régime. Oui. Donc, à la veille, à quelques mois d'une élection présidentielle, ça monte en puissance, on monte à l'extrême, il y a une surenchère, n'est-ce pas, il y a une surenchère préélectorale, n'est-ce pas, qui masque tous les enjeux que je suis en train de mettre sur la table. D'accord. Président, à la suite de votre argumentaire, j'aimerais tout simplement dire que sur la toile camerounaise, par exemple sur Facebook, le réseau social, sans le citer, il ne se passe pas une seule journée, ou encore sur un fil d'actualité, on ne peut traverser 2 publications sans tomber sur un post qui est porteur du germe de la haine, du germe du tribalisme, du germe de l'ethnofascisme, s'il faille qu'on le dise même de cette manière, s'il faut qu'on le dise de cette manière. Avec cela, pensez-vous véritablement que l'électorat ou encore le simple électeur qui est à Issanguélé dans le sud-ouest, le simple électeur qui est de l'autre côté de Guidigis, le simple électeur qui est de l'autre côté de Massangam, pourrait être rassuré de la stabilité ou encore du climat de tempérance qui pourrait y arriver à l'aune de la présidentielle de 2025? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez électeur. Hein. Si être électeur, c'est celui qui a une carte électorale. Bien sûr. Censé voter, bon, vous avez raison. Mais si électeur veut dire quelqu'un qui a une carte électorale et qui est conscient des enjeux de son vote, oui, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc, je pense qu'au Cameroun, la sincérité électorale ou bien la conscience électorale est captive de ce qu'on appelle du tribalisme, oui, d'un certain communautarisme, est captive de la corruption et de l'élitisme. Donc tous ces facteurs, n'est-ce pas, font que on peut pas dire que la majorité, l'immense majorité des électeurs camerounais, s'il faut prendre le cas de ceux que vous citez, sont très très conscients des enjeux de leur vote. Oui. Dans un tel contexte. Donc, je pense que ce n'est pas là, c'est pas à ce niveau qu'il faut chercher le problème, parce que si c'était le cas, les délits se comporteraient autrement. Mais je vous ai dit, les menaces viennent, je répète, de la manière dont, je répète encore, les puissances impérialistes dans notre pays envisagent leurs intérêts dans le cadre de la potentielle succession du président Paul Biya. Alors, je vous ai dit, soit on a misé sur le fait d'un retrait volontaire, comme ce n'est pas le cas apparemment, je dis bien apparemment, puisque juste avant le contraire, il n'est pas encore candidat. Comme ce n'est pas le cas, ben, des scénarios se mettent en place, comme par exemple celui de déstabiliser le pays, quitte à le chasser de pouvoir par la force. Donc, nous avons eu à parler de ça, nous avons eu à mettre ça à l'ordre public, un ensemble d'informations que nous disposions depuis quelques jours. Donc, soit le chasser de pouvoir par la force, de manière à ce que une élection qui pour certains est considérée comme étant gagnée d'avance par le président au cas où il serait candidat, ben, il est donc mieux qu'elle n'ait pas lieu. Il est donc mieux qu'elle n'ait pas lieu et qu'à la place, il y ait un chaos généralisé qui permette l'accession au pouvoir par des voies qui ne seraient pas électorales. Donc c'est ça le problème. Alors, donc l'ambiance que vous voyez dans les réseaux sociaux, oui, plante simplement un décor qui est susceptible de passer du virtuel à la réalité. Et on est dans la pleine dynamique de révolution de couleur.
ça commence d'abord comme ça, et après, ça masque des stratégies véritablement physiques sur le terrain, infiltration de barbous, de mercenaires, etc., corruption et implication de certains éléments de l'armée, etc., enrôlement de certaines chefferies traditionnelles dans des régions bien précises du pays, etc., et avec même les possibilités de s'aimer la terreur dans les milieux scolaires. Bref, pour créer un chaos. Est-ce que, Président... Donc, c'est tout ça, n'est-ce pas, qui constitue ce cocktail explosif. D'accord. Président, je vais poser cette question d'une autre manière. Est-ce que ces différents discours de haine sur la toile ne seraient certainement pas constitutifs de la fougue qu'ont certains sympathisants ou encore militants à l'endroit de leurs différents leaders? Non. Et que après l'élection, tout cela va se passer? Parce que figurez-vous que ce genre de situation que nous vivons actuellement sur la toile ne se vit qu'à l'approche des élections. Après 2018, on n'a pas vu de discours autant violents sur la toile, mais c'est en 2025 ou encore en fin 2024 que cela a commencé à être vécu. Bon, oui, on peut le dire. Ça, c'est une analyse de mon point de vue très factuelle que vous êtes en train de faire. Elle n'est pas fausse. Mais essayez de procéder par une analyse qui intégrerait ce qu'on peut appeler une accumulation. Une accumulation. Ça veut dire qu'en 2018, il y a déjà eu ça. Et vous voyez que pratiquement ce sont les mêmes acteurs. Donc on peut estimer qu'il y a une accumulation, non seulement en termes d'expérience, mais aussi en expertise dans le cadre d'une préparation du chaos, pour plusieurs raisons. Oui. Pour plusieurs raisons. Peut-être d'autres anticipent déjà même une défaite qu'on n'accepterait pas, etc. D'autres anticipent une possible grande fracture au sein du camp présidentiel, ce qui permettrait une redistribution des cartes. D'autres aussi travaillent dans le cadre de ce scénario que je viens de vous dire, qui consiste de procéder par la violence pour marcher sur le palais et idéologiser le président avec l'implication de différentes forces que je viens de vous citer. Donc de ce point de vue, vous ne comprenez pas 2025 si vous coupez 2025 de 2018. Alors si vous les relayez, vous voyez qu'il y a un processus d'accumulation. C'est-à-dire accumulation en termes de capacité de nuisance. Et que les gens ont acquis de l'expérience dans la nuisance. C'est pour ça que, loin de minorer votre approche qui est pertinente, oui, je dis qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas simplifier, ne pas considérer simplement comme ce qui se passe comme étant des agitations, des bruits, n'est-ce pas, qui après les élections vont se tasser. D'autant plus que je vous dis, au regard du rapport de force électorale, au niveau des rapports de force réels, des organisations et des acteurs que nous avons en présence, il n'est pas exclu, il ne faut pas l'exclure, que vous ayez une ambiance de façade, que vous ayez une fausse bannière qui en réalité masque une véritable entreprise visant, n'est-ce pas, à déstabiliser le pays. Alors, oui, dans cette analyse, il ne faut pas regarder seulement d'un côté. Oui. Ce n'est pas seulement au niveau de l'opposition classique partisane, mais aussi, je vous ai dit, il faut prendre très au sérieux les dynamiques internes au régime, où on voit bien que la lutte des différents clans, des différentes baronnies pour la succession du prince est arrivée à un niveau maximal. C'est arrivé à un niveau maximal. C'est même pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de remaniement depuis le début du septennat. Si on prend par exemple ça, l'affaire Martinez-Ogo, et beaucoup d'affaires qui montrent que au sein du régime même, c'est très tendu, et ça se ressent à la faveur de cette période de préélectorale. Justement, dans le même ordre d'idée, j'aimerais savoir, est-ce que au sein du pouvoir, face à ces différents agissements, il n'y a pas péril à la demeure, puisque jusqu'ici, il n'y a pas encore de véritables dispositions prises pour faire en sorte qu'il y ait une cessation, une limitation de toutes ces violences, que toutes ces personnes qui sont auteurs de ce genre de comportement, d'attitude sur la toile, puissent être... c'est pas mis hors d'état de nuire et tout ce qui va avec. Ça aurait été possible si l'État lui-même, à travers les différents clans qui se battent au cœur de l'État, n'utilisait pas aussi les réseaux sociaux comme étant un lieu
un lieu de manipulation, un lieu d'action stratégique. Donc oui, si l'État lui-même ne s'impliquait pas dans les réseaux sociaux, pour essayer lui-même aussi de jouer à trouble haut, mais il y a longtemps que les mesures ont été prises. Vous voyez qu'au Cameroun, la police numérique est quasi inexistante. Et puis ceux qui font ce qu'ils font dans les réseaux sociaux n'ont jamais été inquiétés, sont très très rarement inquiétés. Donc, la principale raison, je vous le dis, c'est que l'État lui-même se sert des réseaux sociaux à des fins qui lui sont propres. Et les différents prétendants à la succession présidentielle ne se privent pas aussi de manipuler les réseaux à travers les faux lanceurs d'alerte autoproclamés, à travers tous ces influenceurs que vous trouvez dans les réseaux sociaux et qui sont sans scrupules pour la plupart. Vous allez voir que la plupart sont proches, soit de certains partis, soit d'une certaine mouvance de l'opposition, d'autres sont très proches des éléments qui sont au cœur du régime. Oui. Vous voyez très bien. C'est un peu ça, j'allais dire, l'apparente complexité, n'est-ce pas, de la réalité, des querelles et des chamailleries que nous trouvons dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le Cameroun. Donc c'est pour ça. D'accord. Au moment où nous nous apprêtons à choisir un nouveau dirigeant, peut-être, alors, quel est le message que vous pouvez passer à tous ces Camerounais qui sont fiers et jaloux de la stabilité et de la paix du Cameroun? Bon, en tout cas, puisque notre magistère est celui de la parole, on va donc jouer le jeu auquel vous me demandez de jouer. C'est un message de sérénité, de raison. Il faut qu'on reste raisonnable, dans le sens où une élection n'est pas l'horizon indépassable d'un pays. Oui. L'élection n'est qu'un moyen. Le véritable enjeu de savoir au moyen de quoi on fait une élection. C'est-à-dire, pourquoi on fait une élection. Quels sont les véritables enjeux d'une élection. Deuxièmement, est-ce que, parce qu'on considère qu'un dirigeant est vieux, ou bien a mis longtemps au pouvoir, qu'il faut sacrifier le pays, le jeter dans une aventure qui pourrait, au cas où les aventuriers remporteraient, ce qui n'arriverait pas, parce que nous devons proclamer de telles paroles sur notre pays. Voilà. Donc, au cas où donc, ces entrepreneurs du chaos réussiraient, s'engagerait le pays dans une aventure qui pourrait conduire à 30 ans, 40 ans de guerre civile. Sans vous couper, Président, quand on vous écoute, on a le sentiment que vous grillez que le président Paul Biya, si vous me permettez, reste au pouvoir autant qu'il voudra. Non. Même si l'âge est avancé. Non, même si je le veux, je n'ai pas la vie d'un être humain dans mes mains. Je n'ai pas la vie d'un être humain dans mes mains. Quand Aïdjo a décidé de quitter volontairement le pouvoir dans un premier temps, avant de vouloir revenir dans un second temps, qui de nous l'avait forcé? Oui. Alors, même la nature met fin aux velléités, aux ambitions les plus déterminées de conservation de pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En politique, il est important d'être raisonnable. Ça veut dire que de soumettre ses arguments, ses aspirations, ses ambitions à la vérité du réel. Oui. Le réel, c'est quoi? Mais il ne suffit pas de vouloir faire partie un dirigeant. Il faut effectivement le faire partie. Il faut bien voir la nuance. Hein? Il ne faut pas seulement vouloir faire partie un dirigeant de pouvoir, mais il faut effectivement le faire partie. Alors, qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? C'est que la plupart de ceux qui disent qu'ils vont faire partie du président n'arrivent pas à le faire. C'est ça le problème, hein? Ils n'ont pas les arguments. Non, c'est pas ça. Le conseil, il est là. Le président n'allait pas au pouvoir faute de volonté de le renverser. Hein? Non, le Cameroun, c'est parce qu'on ne le dit pas. Le Cameroun est à plus d'une dizaine de coups d'État évités, hein? depuis celui de 84. Je vous le dis. Oui. Oui, le coup d'État évité. Plus de 10 coups d'État. Oui, déjà évité là. Depuis vous le dites avec assurance. Je vous le dis. C'est parce qu'on ne parle pas. Oui. Voilà, je vous le dis. Donc, c'est pas vous qui faites ce coup d'État, c'est pas vous. Donc, vous voyez que Boko Haram, c'est quoi? L'ambassadeur, c'était quoi?
Voilà, vous avez même vu les parents étrangers de l'Amazonie s'exprimer clairement sur la question. Donc, vous voyez que ce n'est pas le... On ne fait pas la politique en disant matin, midi, soir, à un dirigeant, pas. Et de là, on devient un héros de pacotille. Il faut analyser la force. Héros de pacotille. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Puisque, observez, il suffit aujourd'hui d'insulter M. Biya matin, midi, soir, vous devenez un héros. Et on vous élève au niveau d'un grand politicien. Mais de moi à vous, est-ce que c'est un grand politicien que d'insulter Biya? Moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Moi, je suis allé en prison à plusieurs reprises. J'ai été torturé. Et pourquoi vous en êtes ravisé? Ben, simplement, à un moment donné, j'ai fait l'analyse de la situation. J'ai compris que c'était plus une démarche qui valait la peine pour moi. Oui. Alors, pour moi. Donc, et ça fait l'objet d'une annonce publique. Hein, oui. Publique. Ce changement de cap, on est dans les années 2011. C'est pas après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, j'ai compris que la géopolitique mondiale avait complètement changé et que l'Afrique entrait dans une phase de recolonisation. J'ai changé ma démarche. J'ai dit que à partir du moment où le continent est recolonisé, les présidents qui sont en place, de manière objective, deviennent la contradiction secondaire des enjeux dans notre pays. Donc, il faut tout faire pour éviter la recolonisation du continent. Alors, d'autres ont dit non, c'est pas ça l'option. Le problème de l'Afrique sont les dictateurs. Il faut les chasser par tous les moyens. Et l'horizon indépassable à court et à moyen terme, et même à long terme, c'est la démocratisation. Et pour ce faire, il faut être allié. Il faut maintenir l'alliance avec l'Occident pour démocratiser notre pays. Il n'y a rien d'autre à faire que la démocratisation sous la coupole des Occidentaux. C'est ça le problème. Oui. Or, pour l'Occident, démocratiser veut dire, dans le cadre de révolution de couleur, renverser les dictateurs. On a fait la politique, on a fait tomber un dictateur. Alors moi, je vous pose une question simple. Oui. Si on prend pour référence le sommet de la Baule, où l'ancien président français, M. Mitterrand, jouait au colon civilisateur, devant un parterre de présidents africains réunis, ça fait combien d'années? Ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans bientôt, plus de 30 ans, n'est-ce pas? Mais évaluons les alternances, faisons le bilan. On a renversé combien de dictateurs en Afrique? Et quel est le bilan des alternances réussies? Quel est le bilan? Est-ce qu'il est sérieux de se poser ces questions-là? Est-ce qu'on pose ces questions, ça veut dire qu'on est fou? Les faits sont là. Vous voyez, dans l'Afrique, beaucoup de pays où il y a eu l'alternance sont dans des situations périlleuses, là où ils n'ont pas basculé dans des guerres civiles, qui durent même 30 ans. Le Centrafrique, ça fait combien d'années que l'État s'est effondré en Centrafrique avant le retour au pouvoir du président Touadéra, qui essaie de remonter. Regardez la RDC, regardez le Sahel, regardez partout, là où il n'y a pas eu de guerre civile, oui. N'est-ce pas, quels sont les bilans économiques, quel est le bilan économique des alternances? Quel est le bilan? Donc, de ce point de vue, donc, ceux qui estiment que la priorité c'est de renverser le président, ben, il faut les laisser faire leur travail. On observe qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et du coup, donc, on est prêt à toutes sortes d'alliances les plus honteuses, n'est-ce pas, avec l'Occident. On croit que Boko Haram ou les Amazoniens vont finalement arriver à leur but. Bref, tout est permis pourvu que M. Biya s'en aille. Donc, mais quand on a dit ça, il faut être clair, notre position est claire. Il y a longtemps, nous n'avons pas cessé de dire que l'horizon indépassable du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Je pense que le Cameroun est même trop grand pour qu'on puisse réduire son avenir à la personne du président Biya. On voit très bien que ce désespoir, cette désespérance politique est aussi nourrie par l'inertie qu'on observe aux côtés du pouvoir, la grande corruption et une pratique de pouvoir. Mais à vous entendre parler, on a le sentiment que le président Paul Biya est la personne idéale pour pouvoir conduire les affaires de la cité. Jusqu'à ce qu'il puisse peut-être répondre à l'appel du Seigneur, s'il fallait qu'on le dise ainsi, sans prétention. Heureusement que vous-même vous parlez de sentiment. Vous dites que vous avez le sentiment, donc oui. Vous-même vous êtes prudent. Non, c'est pas ça. Il y a les Camerounais, au Cameroun, c'est un nombre que ça mesure du jeu le Cameroun. Mais oui. Il ne s'agit pas seulement d'être en mesure. Il faut encore s'engager en politique. Il faut en plus vraiment s'engager en politique et maîtriser
la complexité du pays qu'on appelle le Cameroun. Vous estimez que tous ceux qui sont dans la politique actuellement ne sont pratiquement pas ou sérieusement pas engagés? Non, ils sont engagés dans le cadre des intérêts qu'ils défendent. Ces intérêts ne sont pas à la hauteur des enjeux du Cameroun. Oui. C'est évident et c'est clair, ça se voit. Mais quand vous prenez une classe politique comme celle du Cameroun, observez-les. Oui. La plupart sont des fonctionnaires. Hein. Vous êtes surpris qu'elle vous rappelle ça? Non, je ne suis pas surpris. Vous Il y en a êtes qui sont surpris? fonctionnaires. Non, la plupart sont des fonctionnaires. Ceux qui ne sont plus l'ont été. Et tous sont des fabrications du régime. C'est-à-dire que des enfants même de M. Biya. Mais on vient toujours de quelque part, président Badakani. Mais il faut assumer ce quelque part d'où on vient. Et le quelque part d'où vous venez, par là aussi, on peut vous identifier aussi. Oui. Alors, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous demande simplement ça. Je ne dis pas que cette situation détermine a priori leur engagement politique. Oui. Mais ce qui est troublant, c'est qu'effectivement, leur manière de faire la politique montre qu'ils ne se sont pas émancipés, n'est-ce pas, de leur matrice. C'est ça le problème. Oui. Quand vous voyez leurs alliances, leurs programmes politiques, leurs ambitions, ils ne se sont pas identifiés. Quand vous voyez très bien, ils ne se loignent pas de leur matrice. Or, cette matrice qui tient le Cameroun depuis 1960 a montré ses preuves, a montré ses limites. Ça, on ne peut pas dénoncer le président Biya, on ne peut pas critiquer le biaïsme, le dénoncer, pour venir servir un nouveau biaïsme qu'on aurait juste maquillé. C'est ça le problème. Nous, on est pour la rupture. La rupture avec qui ou avec quoi? Avec le système néocolonial. Parce que le problème, c'est que le président Biya peut partir, et vous avez un pire, ou bien un continuateur. Même système. Bien, mais ça se voit partout en Afrique. Donc, alors, si on vous comprend parfaitement, ceux qui sont dans la politique actuellement luttent pour le maintien du système. C'est évident, c'est évident. Pour la rupture du C'est-à-dire, système. ils sont tous d'accord pour qu'un homme parte du pouvoir. Mais le système reste. Et on aura mis sur cet homme-là tous les crimes, tous les défauts de notre pays. Et une fois qu'il est parti, le système va rester. On aura fait un simple ravalement de façade d'un vieux régime, d'un vieux système politique dont nous dénonçons le caractère néocolonial. Il faut bien voir. Nous nous situons dans la perspective upéciste, originelle. C'est celle de la décolonisation radicale du Cameroun. Oui. Du démantèlement de ce système. Alors, à partir du moment où, en tant que force politique, nous n'avons pas encore un niveau d'organisation suffisant pour faire aboutir à ça, pour faire réussir ce projet seul, nous regardons le paysage politique, nous analysons le rapport de force, et nous voyons avec qui on peut travailler. D'accord, président Badakani. Attendez, c'est important, je vous en prie. Oui, vous allez chuter par là. Donc, non. On analyse, on regarde. Oui. Mais je pose une question. Que ce soit en 2011 ou en 2018 jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez que ceux qui s'opposent au président Biya ont les mêmes parrains que lui, ont les mêmes dynamiques politiques que lui, qu'est-ce que vous faites? Quand vous parlez de même parrain, essayez un peu de nous spécifier même parrain, les parrains historiques du régime camerounais, c'est la France. Oui. Ce sont les Occidentaux. C'est-à-dire les Occidentaux en tant que colons, oui. En tant que colonisateurs. Ça veut dire que le président Paul Capot le concret a pour parrain la France. Mais l'État camerounais, c'est un État néocolonial. Oui. Nous le disons matin, midi, soir. Oui. Nous sommes même les seuls à le dire. Donc, c'est sa matrice fondamentale. Oui. D'Aïdjo au président Biya, c'est sa matrice fondamentale. Maintenant, les choses évoluent. Les choses mutent, les choses évoluent. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que c'est évident, il y a un choc. Il y a un choc d'intérêt entre les intérêts, les orientations présidentielles et la volonté de ces anciens tuteurs étrangers. Et ça se traduit par tout ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est ce choc-là qui produit cette situation-là. Si tout allait bien, oui. Il y a longtemps que le dauphin du président Biya serait connu. Posez-vous la question pourquoi il n'y a pas de dauphin au Cameroun. Vous voyez, posez-vous la question. Soyez un peu plus clair. Dauphin constitutionnel, oui, ou bien au sein d'un parti. Le président Biya bénéficiait d'une succession constitutionnelle. Oui. Vous vous rappelez, Aïdjo a organisé les institutions à un moment donné. Mais nous avons un successeur constitutionnel. Il faut avoir un successeur Il constitutionnel. est où? Non, c'est où? Au Cameroun, il n'y en a pas. Vous le connaissez. C'est qui? D'après la Constitution, vous le connaissez, le président. Le président du Sénat. Mais il n'est pas successeur au reste des élections. Il lui a même interdit d'être candidat. Il a la Constitution. Il n'est pas successeur. Il organise la transition. Il organise simplement les élections, etc. Mais il y a le successeur constitutionnel à partir du moment où le président de la République arrive à démissionner ou alors être malade. La succession constitutionnelle voudrait dire qu'après le président, on sait qui le remplace.
Oui. de manière constitutionnelle. Oui. Ce n'est pas le cas. Le président du Sénat, c'est d'organiser la vacance du pouvoir. Oui. Et de s'assurer que, après les élections, auxquelles lui ne prend pas part, Oui. y compris Justement. il ne peut même pas changer le gouvernement, etc. Modifier le gouvernement. Vous voyez, donc les choses sont claires. Oui. Son rôle est bien clair. Or, je vous dis très bien que s'il y avait une conformité des intérêts dans le camp, n'est-ce pas, ce que j'appelle le camp des fils du néocolonialisme, le camp du pouvoir, il y aurait une clarté sur la succession. Oui, parce qu'il faut également rappeler à l'ensemble des téléspectateurs Voilà. qui regardent actuellement qu'au sein du pouvoir, il y a une sorte de césure qui se fait voir, Vous avez très bien qui est compris. très apparente. Elle est très profonde. Oui. Elle est maîtrisée simplement par la grande expérience du président. Mais ça ne se cache même plus. Elle est Oui. tellement profonde. Donc, et je vous donne un des aspects qui vous permet de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et ça agace même les parents du système. Vous n'arrivez pas à analyser la nature des relations entre les tuteurs historiques Oui. de ce régime et le système néocolonial qui a tenu le Cameroun jusqu'à une certaine période, et les intérêts, par exemple, du chef du président, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la finesse de bien voir ce que je viens de dire sur la table. C'est un des aspects. L'autre aspect, c'est de voir, c'est l'inertie, c'est-à-dire que le président donne des instructions qui ne sont pas respectées, le sabotage de projets, les guerres entre les différents camps qui s'affrontent. C'est ça qui produit l'inertie. Vous avez vu comment, pendant 7 ans, on a eu un mandat d'inertie par excellence. C'est-à-dire vraiment d'inertie. Vous voyez, si on parle du programme présidentiel et même de son discours d'investiture, de ce qu'il a fait quand il était hypothétiquement à l'Assemblée nationale, et après vous voyez très bien que ça a été vraiment l'inertie parce que les camps passent le temps à se maîtriser, à bagarrer. Et ça ferme l'horizon et la possibilité de performance, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas aussi... Attendez, je vous en prie. Oui, allez-y. Ça ferme, n'est-ce pas, le potentiel de performance de l'État. On voit comment l'État, Oui. ses performances sont faibles au regard de son potentiel. Vous n'avez qu'à voir le rapport de l'État et l'inflation, les conditions de vie des Camerounais, etc. Donc c'est un ensemble d'indicateurs tellement pertinents qui montrent dans quelle situation le pays se trouve. Donc cette chose-là, il est là. Il est là. Donc c'est pour ça que nous disons que d'un côté, vous avez un régime qui est épuisé. Il est épuisé par l'usure et la longévité, n'est-ce pas, de son principal dirigeant. Vous avez d'un côté lui-même une opposition qui veut renouveler le régime et préserver les intérêts du bloc historique qui a gouverné le Cameroun jusqu'à maintenant dans le sens de la structure néocoloniale. D'accord, on va sortir avec cette question, président Badakani. Nous sommes contre tout ça. Alors tout à l'heure, vous avez dit, quand vous écoutez, vous êtes en fait un partisan du président. Non, j'ai apporté mon soutien au président 2 fois. Oui. En 2011, en 2018, à leur demande. Oui. Voilà, je l'ai fait. J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire pour mon pays en ce moment-là. De nos jours, vous n'avez pas peut-être, vous n'étiez pas au congrès du NMP. On a fait un congrès il y a quelques mois. Hein. Oui, oui. Alors, tout ça a été couvert entièrement par African Media, Oui, bien sûr. Media TV. Nous avons exigé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Ça veut dire quoi? Quand on entend ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, nous pensons qu'il n'y a plus rien à attendre des deux côtés. Les choses sont claires. C'est très profond, ça. Alors, vous voyez que d'autres font des congrès pour présenter les candidats. Est-ce que vous estimez même parfois que... Nous avons fait un congrès, attendez, pour dire ça. Permettez, président. Voilà. Est-ce que vous n'estimez pas qu'à un moment donné, que ceux qui sont au sein de l'opposition, il y en a qui sont incompris? Qui sont incompris? Je ne peux pas citer, mais toute une opposition ne peut pas être à la plaque. Ils sont incompris par qui? Par tout le monde, par les populations. Non, l'opposition n'est pas incomprise. L'opposition, je vais vous... Là, je suis obligé de faire un peu de politologie. Une opposition politique, partout dans le monde, une opposition défend un ensemble d'intérêts, oui. Même si elle ne le dit pas ouvertement. Oui. C'est pour ça que ceux qui sont des analystes politiques décryptent, n'est-ce pas, ces intérêts. Donc, une opposition peut être bête, hein, mais elle n'est jamais bête à ce qui concerne les intérêts qu'elle défend. Oui. Alors, au Cameroun, quand on parlait d'opposition, il faut savoir classifier. Il n'y a pas une opposition au Cameroun, il y a des oppositions. L'erreur que vous faites, c'est de faire un marquement général
et dit que voilà l'opposition. Et d'ailleurs, je vous rejoins dans cette ordre d'idée. Je vous rejoins. Ça joue le jeu même d'une certaine mouvance qui veut instaurer un parti unique. À la suite de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a également une sorte d'observation au sein de cette opposition qui a encore de l'opposition. Non, il y a des oppositions. Les gens qui disent que les gens font semblant, c'est la tradition pour tout le Cameroun. Il n'y a pas un parti unique de l'opposition au Cameroun, mais il y a une mouvance qui veut imposer un parti unique. Allez savoir pourquoi. Donc, il faut analyser quels sont les intérêts qu'un parti politique porte. Quels sont les intérêts qu'un groupe de partis politiques porte. Un parti politique, ce n'est pas la religion. Un parti politique, ce n'est pas la philanthropie. C'est un ensemble d'intérêts qu'un groupe défend dans le cadre d'une société organisée. Toute société organisée, mon cher. Oui. Les intérêts, les sociétés sont organisées en groupements, en classes sociales qui s'affrontent, n'est-ce pas, pour s'accaparer les revenus, les richesses qui circulent dans la société. Et pour ça, le problème de la politique, c'est que comme on ne le dit pas de manière triviale de la sorte, on développe donc des programmes politiques, une idéologie qui masque ça. Mais les citoyens conscients décryptent et voient. Alors moi je vous demande, regardez donc l'opposition camerounaise. Vous allez bien voir les différences qui constituent le champ de l'opposition à travers les intérêts que les différentes mouvances de l'opposition portent, n'est-ce pas, et promeuvent. De ce point de vue, les choses sont claires. Vous voyez qu'il y a, en fait, il y a deux camps au Cameroun, il y a deux camps. D'accord. Il y a deux camps. Il y a le camp UPCiste originel, il y a le camp de l'UPCisme et des continuateurs de l'UPCisme, et il y a d'un côté la grande famille néocoloniale qui a des querelles. C'est comme une grande maison. Oui. Vous savez, une grande maison, il y a le grand salon, tous les enfants se retrouvent autour de papa et de maman, autour de mère. La maison a plusieurs chambres. Il y a des enfants qui se plaignent que non, mon lit n'est pas assez bien habillé, je n'ai pas assez de drap, on m'a oublié. Je ne mange pas vous occupez plus de l'autre à mes dépens et tout. Oui. Mais quand ils viennent manger à table à midi, ils sont ensemble. C'est un peu ça. La grande famille conservatrice au Cameroun, la grande famille, nous on appelle ça dans le jargon ojulatiste. La grande famille qui a été placée au pouvoir par les colons français, après avoir massacré les patriotes camerounais, cette grande famille s'est éclatée aujourd'hui au Cameroun en plusieurs parties. Ils se querellent, ils s'affrontent même, mais dans le fond, ils sont d'accord pour dire faisons tout pour que les supécistes et les panafricanistes n'arrivent pas au pouvoir, parce que s'ils arrivent au pouvoir, nous perdons tout. D'accord. Voilà le clivage. Dans la même mouvance, Président, fondamental on va sortir de cette mise en bouche dans la même mouvance avec cette question dont je vais vous prier de répondre succinctement. Alors, au vu de cette longévité au pouvoir dont vous avez semblé énumérer tout à l'heure, et par rapport à ce pouvoir qui a mis beaucoup de temps et aussi avec les affinités qui remontent jusqu'à l'Occident, est-ce que ce que nous vivons depuis un certain temps au Cameroun ne s'apparenterait pas à ce que d'aucuns ont appelé les coups d'état scientifiques? Genre, du jour au lendemain, on se retrouve avec des quartiers qui n'ont pas de lumière pendant près d'une semaine, des mois. On se retrouve avec des flambées des prix sur le marché. On se retrouve avec des situations d'émeutes un peu par-ci, par-là. Est-ce que cela ne concourt parce qu'on appelle ça un coup d'état scientifique? C'est de ça qu'il s'agit. Il serait même le plus long coup d'état de l'histoire. Ça fait longtemps qu'il est en cours, avec des épisodes qui se succèdent les unes aux autres. Aussi clairement que ça, c'est clair. Comment peut-on analyser ce que fait Eneo au Cameroun? C'est du terrorisme. Mais pourquoi ce n'est pas réglé? Permettez-moi de rire. Est-ce que vous n'allez pas très loin en parlant de terrorisme? Eneo, c'est une entreprise terroriste. Mais vous appelez ça quoi? Attends, vous êtes heureux quand vous dormez dans le noir, vous? Mais vous êtes très heureux quand vous dormez dans le noir. Non, je ne suis pas heureux, mais... Mais vous savez, dans les quartiers populaires, oui. C'est ce que veut dire dormir sans lumière? C'est ce que veut dire passer une journée sans lumière? Moi, je vis dans un quartier populaire. Je vis à Nobel, moi. Donc je sais de quoi je parle. Eneo, c'est une entreprise terroriste, criminelle. Mais pourquoi elle semble très puissante? Parce que des barons du régime sont actionnaires. C'est ça la vérité. Moi, je vous le dis. Et paralyse à cause de leur cupidité et de leurs intérêts. Mais Eneo transporte juste l'énergie. Non, il transporte rien, il distribue. Oui. C'est un vendeur d'énergie. Il y a une grande réforme du secteur qui a consisté, n'est-ce pas, à le diviser en vendeurs d'énergie, distributeurs, producteurs, transporteurs.
Jusqu'à là, ça ne marche pas. Attends, vous serez surpris, il y a assez d'énergie. Hein. Il y a assez d'énergie. Mais l'expérience a prouvé que plus on injecte assez d'argent, mieux il y a des coupures d'électricité. Le ministre des Mines, là, oui. Pardon, de l'énergie, M. Lundu, a fait une sortie il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il dit? Gaston Lidou-Soumba. Il reconnaît lui-même qu'il y a assez d'énergie pour distribuer. Mais le problème, c'est quoi? Il dit que la vétusté des réseaux, etc., fait qu'on n'arrive pas à transporter l'énergie produite. Vous vous rendez compte, c'est ça qu'il s'agit? Vous vous rendez compte? Alors, donc, on voit très bien que on n'est pas dans le noir parce qu'il manque d'énergie. On est dans le noir parce qu'il y a une incohérence dans la politique de l'État. Et deuxièmement, ce qui prime, c'est la chasse aux bénéfices. Hein? On préfère exploiter que d'investir sérieusement. On préfère exploiter. Et vous voyez, quand on dit d'exploiter, ça veut dire que vous venez vous trouver un réseau en l'État, vous faites du bénéfice, vous voulez pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des pannes, si le réseau est vétuste, vous aggravez sa vétusté, parce que pour vous, c'est le profit. Dites-moi pourquoi une entreprise peut être en faillite, en quasi-faillite. Mais quelqu'un vient reprendre ça. La même entreprise, on n'a même pas investi. Comment ça fait du bénéfice? Comment tu peux m'expliquer ça? Vous voyez, comment vous pouvez expliquer ça? Alors, ce n'est pas seulement vrai pour Ineo, c'est vrai pour la plupart. Alors, ne parlons même pas de Camtel. Vous êtes propriétaire d'une fibre optique, allez voir les bénéfices que font Orange Cameroun et MTN au Cameroun, allez voir la gestion de Camtel. C'est extraordinaire, allez voir. Elle n'arrive pas à nous vendre la bonne connexion. Elle n'arrive pas. Mais elle est propriétaire du... C'est incroyable. Mais allez voir là, c'est au moins 4000 employés. Parmi au moins, vous avez une centaine de directeurs avec des gros salaires à ne rien produire. C'est plein comme ça dans notre pays. Vous voyez donc très bien que il y a ce qu'on appelle une espèce d'une bourgeoisie comprador qui s'accapare de l'État, pille l'État, pour devenir une espèce de bourgeoisie, mais qui n'est pas capable de se comporter comme une véritable bourgeoisie, tel qu'on l'a vu en Europe par exemple. C'est-à-dire que tous ces ministres camerounais qui sont des multimilliardaires par exemple, toute cette bourgeoisie administrative qui a émergé au cœur de l'État et qui veut jouer au nouveau capitalisme, mais très bien, mais qui nous bouscule les multinationales étrangères qui sont dans le pays, qui nous bouscule le colonnat économique historique qui a pris le pays à l'autre. Mais attendez. Est-ce que c'est degré d'embourgeoisement? Attendez, ce que je vais vous démontrer, c'est quoi? C'est qu'ils s'enrichissent, ils veulent jouer au nouveau capitalisme, mais on serait très heureux de les voir de libérer le potentiel économique du pays qui est dans les mains du colonnat historique et des multinationales. Mais ce n'est pas ça. Allez voir dans quoi est-ce qu'ils investissent, une espèce de nouvelle féodalité économique qui va émerger, mais qui ne touche pas, attention, les intérêts des Occidentaux et des étrangers. C'est extraordinaire. Voilà la raison pour laquelle le pays est dans cette situation. Alors donc du coup, c'est quoi l'après-Biya? Vous voyez dans le débat de tout à l'heure, on revient. C'est quoi l'après-Biya? C'est enlever M. Biya et le faire remplacer par n'importe qui, ou bien c'est une véritable réflexion politique sérieuse sur la possibilité de transformer le tissu social du pays, de transformer son tissu économique et de changer sa politique de manière, n'est-ce pas, à ce que les Camerounais aient de plus en plus, au fur et à mesure, la maîtrise de leur pays, au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social. C'est cela qu'il s'agit. Mais quand vous regardez ce qu'il y a devant vous, vous-même là, vous êtes en train de voir quoi? Non, regardez vous-même, vous allez voir. Ok, merci. Alors, on nous vend un électoralisme vide. On fait comme si la politique, c'est une affaire morale, c'est une affaire de discours. On masque la réalité que, mais il y a un choc très violent d'intérêts, etc. C'est incroyable. D'accord, merci Président Badakani pour cette première grille d'analyse que nous avons eue sur la première dorsale ou encore la mise en bouche de notre édition de prêche politique de ce jeudi. Vous avez été nombreux à regarder cette partie. Nous allons tout simplement dire, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez partout à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, prenons juste une petite pause et revenons juste derrière pour ancrer de fond en comble avec deux thématiques. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.